Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup pour l'introduction. Je voudrais avant tout remercier le comité scientifique de m'avoir invité à vous parler ce matin de cytométrie en flux et de diagnostic des syndromes lymphoprolifératifs. Alors, sans plus attendre, je vais passer à la première diapo où je fais un rapide rappel sur la démarche du diagnostic en hématologie. Alors, il y a évidemment toujours un point de départ clinique. Je ferai en sorte, je pense que ça devrait être à peu près le cas, mais ce que je vais vous dire devrait être en concordance avec la nouvelle OMS 2022. Mais le diagnostic hématologique, c'est avant tout une démarche qui est multidisciplinaire et qui associe à la fois des informations de cytologie, d'immunophénotypage, de cytogénétique, de biologie moléculaire et d'anatomopathologie. Et pour arriver à un diagnostic, il s'agit toujours d'avoir un faisceau d'arguments avec tous ces éléments pour aboutir à un diagnostic précis, en particulier dans le diagnostic des syndromes lymphoprolifératifs. Alors, ce topo, je l'ai organisé un peu d'un point de vue pratique. Donc, je vais vous parler de la démarche diagnostique au laboratoire de cytométrie. On commence toujours par un panel d'orientation lymphocytaire, puisque là, on recherche un SLP. Différentes approches sont possibles, on peut faire différents tubes, on peut avoir une approche plus ou moins complète du screening avec un tube orienté sur les cellules B, un tube orienté sur les cellules T, ou alors si on a la chance d'avoir une plateforme de cytométrie vraiment très multicouleur de dernière génération, on peut se réduire à un tube avec de multiples anticorps à l'intérieur. Sinon, d'une manière générale, ce diagnostic va dépendre donc, de la technologie dont on dispose, mais il faut surtout l'adapter à son recrutement. D'un point de vue général, si on veut définir un minimum d'antigènes à tester, on va tester des antigènes B spécifiques, T spécifiques. NK, il n'y a pas grand-chose qui soit très spécifique et ce n'est pas forcément utile en première intention. Pour la lignée B, un marqueur PAN-B CD19 et un marqueur CD20 de cellules B matures associées à une chaîne légère pour dépister une restriction isotypique, c'est un minimum. Pour les cellules T, du CD3, du CD4, du CD8, ça c'est bien sûr la base. Le CD7 pour le dépistage des phases circulantes de lymphome avec déficit en CD7 et des marqueurs de cytotoxicité qui vont servir à la fois pour les cellules T cytotoxiques et surtout pour définir les cellules NK. Alors, si on a un peu de place, si on rajoute un tube, on peut rajouter des marqueurs qui vont être informatifs. Alors, par exemple, le CD5, il va être informatif, très informatif, sur la lignée B, bien sûr. Le CD10 également. Si on veut rajouter des petites choses sur les cellules T, le CD10, lui aussi, peut être intéressant. Alors, pas pour la partie cellule immature, encore que ça peut permettre de découvrir une phase leucémique d'une hémopathie aiguë, aussi bien sur les cellules B que sur les cellules T, mais ça va permettre d'orienter sur les cellules type TFH. Alors, le TRBC1, c'est le petit nouveau dans l'arsenal diagnostique. C'est pour la première fois la possibilité d'avoir une approche similaire aux chaînes légères de membrane, à la monotypie des cellules B sur les cellules T. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais on pourra en discuter à la fin de la séance si vous voulez. Alors, je vais me concentrer sur le diagnostic des syndromes lymphoprolifératifs B, parce que sinon, il n'y a pas le temps, c'est un peu trop long. Donc, la porte d'entrée au laboratoire, ça va être soit on dépiste un excès de cellules B, soit on dépiste une monotypie. Et la première question qu'on va se poser, c'est le statut du CD5. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? S'il est positif, la plupart du temps, le CD10 est négatif et les deux questions auxquelles il faut répondre, c'est est-ce qu'on a une leucémie lymphoïde chronique ou est-ce qu'on a un lymphome à cellules du manteau?
Sur les CD5 négatifs, si le CD10 est négatif, là on a un large choix avec différents types de lymphomes, alors soit plutôt spléniques, soit plutôt ganglionnaires, soit plutôt médulaires. Et on verra le diagnostic. Et puis si on a un CD10 positif d'emblée, ben, ça va orienter vers des cellules du centre germinatif et sera illustré le diagnostic d'une phase circulante de lymphome folliculaire. Alors, la démarche diagnostique, de base en cytométrie, bonne pratique. On repère les leucocytes totaux sur le 45, on exclut les doublés, on retire les débris et on recible sur la population d'intérêt la population lymphocytaire avec une complexité cytoplasmique basse et un CD45 qui est fortement exprimé. Et puis on commence à s'intéresser à la population cible, avec là un CD19, qu'il est toujours intéressant de regarder par rapport à la totalité des leucocytes, de regarder le forward scatter pour se donner une idée de la taille des cellules qu'on est en train de regarder, et de faire un comarquage CD19 avec un CD20 pour bien montrer que ce sont des cellules matures. Donc la première question qui se pose, c'est devant une positivité du CD5, là voilà, on a deux excès de cellules B CD5+, qui sont bien évidentes. Il va falloir trancher entre LLC et manteau. Alors il peut y avoir d'autres choses, mais c'est moins typique, et là je concentre le topo sur les choses qui sont vraiment caractéristiques. Alors, premier point qui va nous apporter une information, ça va être de regarder la restriction isotypique, le marquage des chaînes légères de membrane, kappa et lambda. Sur le cas du panel du haut, on va avoir une information, on a une monotypie kappa d'intensité diminuée par rapport aux cellules B normales résiduelles kappa qui sont ici, ce qui n'est pas le cas pour le panel du bas. Deuxième point intéressant dans le panel d'orientation, l'intensité d'expression du CD20. Ici, on a un CD20 qui est d'intensité diminuée par rapport aux cellules B normales. Ici, ce n'est pas le cas, voire même un peu augmenté par rapport aux cellules B normales. Enfin, dernier point, dernier marqueur d'intérêt dans notre panel d'orientation, le CD38, qui est là complètement négatif sur les cellules CD20 faibles et qui est fortement positif et homogène sur les cellules CD20 forts. Donc si on fait le bilan, le panel du haut, ça oriente plutôt vers une leucémie lymphoïde chronique, le panel du bas vers une phase circulante de lymphome du manteau, qu'il va falloir caractériser d'un peu plus près, il va falloir confirmer le diagnostic immunophénotypique par des compléments. Alors ces compléments, devant tout syndrome lymphoprolifératif B CD5+, on a un outil qui commence à être un peu ancien, mais qui finalement rend bien des services. C'est le score de Matutes, ou score RMH, ou score de Moreau, tout ça c'est la même chose, c'est la même équipe, avec une petite variante. C'est 5 marqueurs sur les cellules B CD19 positives, qui marquent différents points s'ils sont positifs comme le CD5, le CD23, ou négatifs comme le FMC7, ou en fonction de leur intensité d'expression, un point pour le CD22 faible et un point pour une expression de faible intensité des chaînes légères de membrane. Alors le score de Matutes initialement permettait dans 87% de distinguer LLC de non-LLC, et le score a été un peu modifié quelques années plus tard en remplaçant le CD22 par le CD79B, même interprétation, 79B faible, ça marque un point, et là le taux de discrimination passe à 96%. Alors, illustration du complément d'immunophénotypage pour le diagnostic de la LLC. Le panel d'orientation nous dit qu'on a déjà 2 points sur 5. On va rajouter un point avec la positivité du CD23 ici, un point de plus avec la négativité du FMC7, et enfin un CD79B d'intensité faible par rapport aux B normaux. Score de Matutes 5 sur 5. Alors on peut rajouter des marqueurs, comme le CD43 par exemple, qui va être positif d'intensité plutôt forte, mais en général pas plus fort que l'été. Et puis des marqueurs un petit peu plus récents, comme ROR1. Alors,
Le CD10 est censé être négatif. Le CD81, il va être positif d'intensité diminuée par rapport aux B normaux, mais finalement, il est peu différentiel par rapport aux autres syndromes lymphoprolifératifs. L'intérêt du 81 se situe plus dans le suivi de la maladie résiduelle que dans le diagnostic. Et puis on se pose toujours la question de la pertinence de conserver ce marqueur FMC7 alors qu'on pourrait éventuellement le remplacer par une étude de l'intensité d'expression du CD20, puisque ce sont deux marqueurs qui ne sont pas indépendants. Alors une fois qu'on a isolé une population de type LLC, est-ce qu'on a toujours le droit de faire un diagnostic de LLC? Ça va dépendre de la quantité de cellules qu'on a. Dans les critères de l'IWCLL, quand on a plus de 5 gigas par litre de lymphocyte B de façon chronique, supérieure à 3 mois, et qu'on a un phénotype caractéristique, c'est une leucémie lymphoïde chronique. Bon. En 2018, révision des critères, on rajoute quelques paramètres, quelques marqueurs dont on a vu des exemples juste avant. Mais qu'est-ce qui se passe si on a moins de 5 gigas par litre de lymphocyte B? C'est possible d'avoir une population caractéristique, c'est même possible d'avoir une hyperlymphocytose, alors modérée, mais avec toujours moins de 5 gigas par litre de cellules B. Et dans ces cas-là, soit il y a un syndrome tumoral sans insuffisance médulaire, et ça va s'appeler un lymphome lymphocytique, qui est quand même l'équivalent de la leucémie lymphoïde chronique et qui est pris en charge de la même façon. Mais par contre, si on n'a ni signes généraux, ni cytopénie, ni syndrome tumoral, on va appeler ça une MBL, ou une lymphocytose B monoclonale, qu'on va diviser à nouveau en deux entités. Une entité MBL low count ou MBL infraclinique, avec moins de 0,5 giga par litre de cellules de LLC, cette fois-ci, pas de B-totaux. Et une MBL dite clinique quand on a plus de 500 ou 0,5 giga de lymphocytes de LLC circulant. Alors dans le deuxième cas, complément du diagnostic de lymphome à cellules du manteau, à l'issue du panel d'orientation, on avait un point sur 5. On ne marque pas de point sur le CD23 qui ici est négatif, sachant que pour les lymphomes du manteau leucémique, on en a à peu près 25% qui vont avoir un CD23 positif. Ça n'élimine pas le diagnostic. Ici, le FMC7 est de forte intensité, il ne marque pas de point non plus. C'est à mettre en rapport avec l'intensité d'expression du CD20 qu'on avait vu qui était très forte. Et là, voilà, on peut avoir un 79B qui est modérément diminué en intensité par rapport aux cellules B normales. Alors si on se laisse un peu convaincre, on peut concéder le point, mais globalement, les lymphomes à cellules du manteau vont avoir un score de Matutes qui va varier entre 1 et 3. C'est très rare, mais ça arrive d'en avoir qui monte à 4. Alors là, ça commence à poser un vrai problème de diagnostic différentiel. Évidemment, il est redressé par la biologie moléculaire avec l'hyperexpression de la cycline D1 et la cytogénétique, la translocation 11-14, mais on peut aussi avoir des arguments immunophénotypiques supplémentaires, comme par exemple la négativité ici du CD200, qui est très différentielle entre le lymphome à cellules du manteau et la leucémie lymphoïde chronique. Le CD43 est lui aussi exprimé, en général d'intensité un peu plus faible que sur les cellules de leucémie lymphoïde chronique. Alors c'est important donc de faire ce diagnostic différentiel. Si on doit retenir 4 marqueurs pour distinguer LLC de cellules de lymphome du manteau, l'intensité du CD20, la positivité ou la négativité du coup du CD38, l'absence de CD200 alors qu'il est très présent, fortement exprimé sur les cellules de LLC, et la surexpression du CD148 sur les cellules de lymphome du manteau. Tout ça, ça aide bien à préciser les choses. Alors le deuxième versant, quand on est sur un syndrome lymphoprolifératif B CD5-, là, voilà, un excès de B, c'est bien CD5-. La première chose à regarder, c'est CD10 ou pas CD10. Alors là, clairement, c'est CD10, oui.
L'intérêt, pour rappel, les polynucléaires neutrophiles sont CD10+, et peuvent faire un témoin interne de positivité du CD10 qui peut être très utile dans certaines situations. Dans cet exemple, on a un CD20 fortement exprimé et un CD19 qui est d'intensité diminuée par rapport aux cellules B normales résiduelles qu'on a ici. Et ça va orienter vers le diagnostic de lymphome folliculaire qu'il va falloir confirmer avec des compléments ce coup-ci. Là, on n'est plus dans la combinaison de dépistage. Et on va regarder le profil particulier d'expression du CD44 et du CD38, qui sont illustrés ici, avec un CD44 d'intensité diminuée, pourtant sur des cellules CD45 forts, donc des cellules matures, et ça c'est une aberration phénotypique, et un CD38 qui va être variable, mais qui reste inférieur au CD38 des NK et des T activés malgré tout. Et puis le lymphome folliculaire, c'est caractérisé par la translocation 14-18, enfin par le réarrangement IGH-BCL2 qui surexprime BCL2. Et cette surexpression de la protéine BCL2 en intracellulaire, on peut l'étudier par cytométrie en flux. Et c'est illustré ici, la forte expression de BCL2 avec un ratio comparé à l'expression sur les lymphocytes T et un ratio de fluorescence normalisé supérieur à 2. Alors 148, 180, 200, je ne vais pas vous en parler pour le lymphome folliculaire parce que ce n'est pas là que c'est le plus informatif, mais on le reverra plus tard. Alors, CD5-, mais CD10- maintenant. On va avoir toute une série de lymphomes différents à regarder. Alors, est-ce que sur le panel d'orientation, on a déjà des éléments qui peuvent nous permettre de nous orienter? Éventuellement, oui, sur l'intensité, ou plutôt l'absence d'expression du CD38 et l'intensité d'expression du CD20 par rapport aux cellules B normales, matérialisées par la ligne rouge ici, avec une surexpression dans les lymphomes de la pulpe rouge et les leucémies à tricoleucocytes. Alors, de la même façon, on peut aussi céder du CD200, de l'intensité du CD200, pour s'orienter avec un CD200 qui est très différentiel entre leucémie à tricoleucocytes et les lymphomes de la pulpe rouge, beaucoup moins avec la zone marginale et le lymphome lymphoplasmocytaire. Alors, si on veut compléter les diagnostics, le profil immunophénotypique pour confirmer le diagnostic de lymphome de la zone marginale. Ici, vous voyez des marqueurs B qui sont correctement exprimés de l'intensité normale, 19, 20, 22, avec une positivité du CD11C, qui est plutôt d'intensité moyenne à faible, qui va pouvoir être partielle, et surtout une négativité du CD25 et du CD13, et comme on avait vu précédemment, une positivité faible du 200 et du CD148. Alors, avec les mêmes marqueurs, on va pouvoir distinguer le lymphome lymphoplasmocytaire avec des marqueurs B 19 et 20 qui sont d'intensité normale, mais une intensité diminuée du CD22. C'est différentiel par rapport au précédent. Et surtout, le profil 11C 13-25 est complètement inverse, puisque là, on va avoir une positivité du CD25, une positivité du CD13 et une absence d'expression du CD11C sur les lymphomes lymphoplasmocytaires. Alors, autre chose caractéristique aussi, c'est le niveau d'expression des chaînes lourdes de membrane avec une très forte expression de l'IgM, mais c'est vrai que tous les laboratoires ne font pas de l'étude des chaînes lourdes de membrane. Alors maintenant, si on s'intéresse au deuxième groupe, avec le versant un peu plus rat du topo, en commençant par le lymphome splénique de la pulpe rouge, on voit qu'il y a une surexpression des marqueurs B.
CD19, CD20, le CD22 aussi est fortement exprimé, plus fort que les cellules B normales. Et on va avoir une très forte expression homogène du CD11C, beaucoup plus forte que dans le lymphome de la zone marginale. Alors, en contrepartie, on va avoir là une monotypie et une expression de chaîne lourde de membrane qui va avoir tendance à être un peu plus faible que celle qu'on observe sur les cellules normales, alors que les autres lymphomes BCD5- sont globalement avec une expression des chaînes légères de membrane qui est similaire à celle qu'on a sur les cellules B normales. Et puis, le CD200, on va le retrouver négatif régulièrement. Le CD103 peut être exprimé sur ces cellules, mais quand il est exprimé, il est la plupart du temps partiel, ça ne concerne qu'une partie de la population, et le CD123 est par contre constamment négatif. Enfin, le dernier diagnostic, qui est la leucémie de la tricholococyte, on voit que l'intérêt de regarder son marqueur PAN-B par rapport au side scatter, c'est de voir que là, on a des cellules qui ont une complexité cytoplasmique qui est très différente de celle des cellules B normales. Et c'est ce qui explique que les tricholococytes vont aller se superposer à la zone des monocytes, alors aussi bien sur un cytomètre que dans un automate de numération. Et c'est pour ça qu'ils sont confondus. Le CD20 est de forte intensité lui aussi. Le CD11C, alors là, c'est le champion d'intensité. Et il y a surtout un profil immunophénotypique caractéristique qui a très peu d'équivalent physiologique, avec un CD25 positif, un CD103 positif et un CD123 qui est positif aussi. Donc ces 4 marqueurs-là vont avoir, ça donne une signature immunophénotypique qui est caractéristique des tricholococytes et qui va pouvoir être utilisée, alors forcément en diagnostic, mais la même combinaison diagnostique va être suffisamment spécifique pour pouvoir être utilisée en suivi. Alors si on fait une synthèse des marqueurs, donc là on a vu le panel d'orientation, on a vu les compléments, il y a des marqueurs un petit peu plus récents qu'on combine depuis quelques temps, qui sont CD 148, 180 et 200 que je vous ai illustrés. Et alors est-ce qu'ils peuvent aider d'une manière globale à faire un diagnostic différentiel des syndromes lymphoprolifératifs B? Alors on peut s'amuser à faire des espèces de compilations, comme ça, essayer de en fonction du profil d'expression de ces différents marqueurs, de replacer les différents lymphomes avec leur niveau d'expression de ces 3 marqueurs. Et on voit que finalement, quand on combine tout ça, on arrive plus ou moins à isoler une zone où on va retrouver le lymphome recherché. Alors, malheureusement, il y a quand même des zones de forte superposition ici où ces 3 marqueurs-là ne vont quand même pas suffire à faire tout le boulot. Il va falloir trouver autre chose. Alors tout ce que je vous ai expliqué là, c'est du caractéristique, du typique, et évidemment, dans la vraie vie, ça marche rarement comme ça. Alors on est content quand ça marche comme ça, c'est très bien, mais il y a quand même beaucoup de formes qui sont moins typiques, et on va se retrouver régulièrement avec la question des lymphomes du manteau CD5-. Alors la question se pose quand même beaucoup plus rarement pour les LLC. Avant de retenir un diagnostic de LLC CD5-, il faut vraiment avoir un argumentaire très solide, mais les manteaux 5-, ça existe. Et puis les lymphomes lymphoplasmocytaires, les zones marginales, les tricholococytes CD5+, ça par contre c'est beaucoup plus fréquent. Les tricholococytes CD10+, on en voit aussi pas mal, et donc ça justifie de ne pas non plus se focaliser sur un diagnostic en particulier, mais d'essayer d'avoir une approche un peu plus transversale qui permette d'identifier les différents types de lymphomes. Alors, après avoir vu l'utilisation diagnostique, je vais vous parler un petit peu de l'utilisation de la cytométrie comme un outil de suivi pour les syndromes lymphoprolifératifs.
Donc la maladie résiduelle, maintenant c'est la maladie résiduelle qui n'est plus minime mais qui est plutôt mesurable, ce qui est plus raisonnable comme terminologie. Ça reste quand même une recherche d'événements rares. Donc je suis complètement d'accord qu'à partir de 1% et au-dessus, c'est plus très résiduel, donc il faut regarder plutôt en dessous. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être la recherche de la persistance ou de la réapparition de cellules pathologiques après un traitement qui est supposé mettre en rémission complète, plus ou moins prolongée. Et cette étude de la maladie résiduelle, on va pouvoir la réaliser soit précocement, et ça va être la réponse au traitement, soit plus à distance ou de façon itérative, ça va être de surveiller la cinétique de réapparition des cellules pathologiques. Alors, je ne peux pas vous parler de la maladie résiduelle pour toutes les entités dont on vient de voir le diagnostic, et je vais me contenter de vous parler de la leucémie lymphoïde chronique, parce que dans le cadre des essais cliniques du philo, on a mis au point donc, ce panel en 8 couleurs, pas plus, 8 couleurs, 9 anticorps, mais qui est une technique de haute sensibilité qui permet d'isoler des maladies résiduelles positives à 0,0001% de façon robuste. Alors comment ça se passe? Pour vous détailler ce panel, alors, il y a 9 anticorps, et ces anticorps, enfin ces cibles, on les a choisis pour leur capacité à différencier les cellules de LLC des lymphocytes T, c'est les histogrammes bleus, et ou leur capacité à différencier les cellules de LLC des lymphocytes B normaux. Et là, ça sera les histogrammes en rouge. Et le fait d'avoir une combinaison de marqueurs qui différencie les cellules de LLC des différentes cellules normales, et bien, ça nous donne une combinaison spécifique. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 9 anticorps parce qu'on mélange le CD22 et le CD79B dans la même voie de fluorescence, parce qu'en fait, ces deux marqueurs ont un profil d'expression qui est similaire, alors à la fois sur les cellules de LLC, mais qui va être similaire aussi sur les cellules B normales, sur les cellules T et NK où on les attend négatifs, ainsi que sur les précurseurs B. Ça va être intéressant parce qu'il faut que le panel de maladies résiduelles soit applicable au sang et à la moelle pour ce qui concerne le suivi de la leucémie lymphoïde chronique. Donc ce qui va être important, c'est de regarder le profil d'expression de ces marqueurs sur les différentes populations cellulaires, les cellules normales, B et T, et les cellules de LLC. Et ce profil immunophénotypique très spécifique nous permet donc de détecter des maladies résiduelles vraiment minimes quand on arrive à faire une acquisition du nombre optimal de leucocytes totaux, qui est quand même de 30 millions, donc autant dire qu'on ne le fait pas tous les jours, mais quand on en a réellement besoin, on peut avoir accès à ce test de haute sensibilité. Alors on peut enrichir avec d'autres marqueurs, comme par exemple le ROR1, mais finalement, ce qui est plus déterminant, là actuellement, c'est la stratégie d'analyse pour avoir un résultat final de qualité. Et ce résultat, est-ce qu'il nous apporte quelque chose? Alors, dans une étude du philo, on a repris nos maladies résiduelles et reclassé les patients avec un statut maladie résiduelle inférieur à 0,01%, qui est le seuil classique. Mais nos techniques nous permettent de distinguer dans ce groupe de patients les maladies résiduelles qui sont réellement indétectables de celles qui sont positives en dessous de ce seuil. Et on a regardé la survie sans progression de ces patients, et très clairement, quand on a une maladie résiduelle positive, qu'elle soit inférieure ou supérieure à 0,01%, on a une survie sans progression qui est moins bonne que quand on a une maladie résiduelle indétectable. Donc ça veut dire que toute maladie résiduelle positive dans le sang va être prédictive de la survie sans progression dans la LLC. Là, on est sur une étude après immunochimiothérapie type FCR. Alors, en conclusion, la cytométrie en flux fait partie intégrante du diagnostic hématologique qui est, je le rappelle, multidisciplinaire. Alors, c'est un outil essentiel dans le diagnostic et le suivi des syndromes lymphoprolifératifs, B et T, mais l'informativité va dépendre de ce qu'on cherche et des marqueurs qu'on a à notre disposition. Et ça va être d'autant plus vrai quand on fait du suivi.
Je vous ai parlé de la leucémie lymphoïde chronique, on a la même démarche sur la leucémie à tricoleucocytes. C'est des entités qui ont un phénotype très caractéristique, donc il va être assez facile de les différencier des cellules normales et donc d'obtenir des tests de haute sensibilité. Quand on a des lymphomes CD5- avec peu de marqueurs caractéristiques, forcément ça va impacter la spécificité de la combinaison et donc la sensibilité de la technique. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais un petit mot quand même sur le diagnostic des lymphoproliférations T. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est les nouveaux marqueurs. On s'intéresse de plus en plus aux proliférations TFH dans le sang périphérique. On caractérise de mieux en mieux les syndromes de Sézary. Et puis surtout, l'avancée récente, c'est l'équivalent de monotypité avec les anticorps qui reconnaissent la chaîne C1 de la chaîne bêta du TCR. Et ça pourra nous donner aussi des débouchés dans le suivi des syndromes lymphoprolifératifs T. On est en train de le tester actuellement sur les syndromes de Sézary. Voilà, je vous remercie.